Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Les prix de l'alimentaire, les négociations sont terminées pour fixer les prix de l'alimentation dans la grande distribution. Plus 10% environ en moyenne dans les semaines, les mois à venir. Est-ce que les agriculteurs vont y trouver leur compte, vont augmenter leurs revenus ou pas ? Alors pour les agriculteurs, il y a dans la loi alimentation une obligation de garder le prix payé aux agriculteurs. C'est-à-dire que le fournisseur, notre acheteur, dès lors qu'il a acheté à tel prix, il ne peut pas revenir en arrière. Ce qui était le cas auparavant. Donc pour nous, c'est bien. Pour les industriels, eux, c'est plus difficile. Ils n'arrivent pas à passer les hausses de carton, d'emballage, de salaire, de logistique. Pour eux, c'est plus difficile. Mais pour nous, nous allons avoir un retour. Par contre, les industriels demandaient une hausse de 15% au regard de l'augmentation de toutes leurs charges. Ils n'ont eu que 10%. Donc, ce qui veut dire que ça va quand même coincer. J'entendais ce matin, par exemple, que certaines usines qui s'étaient mises à l'arrêt ne vont pas redémarrer. Mais vous dites donc ce matin, Christiane Lambert, aux distributeurs, ou par exemple Édouard Leclerc qui était sur ce plateau hier, bon ben, merci, vous avez fait ce qu'il fallait, vous nous avez entendus, vous avez pris votre juste part. Alors, c'est la loi qui leur impose. Je peux vous dire qu'avant que la loi... Il y avait des négociations ardues, donc au final, ils ont aussi fait du chemin. Ils ont fait du chemin, ils ont donné 10, là où les industriels demandaient 15%. Pourquoi demandaient-ils 15% ? Chez les agriculteurs, la hausse de toutes les charges, c'est plus 18%. Plus 18%. Sur 2 années, ça fait plus 35%. On n'a jamais connu ça. Le tiers. C'est comme si votre loyer augmentait de 30% en 2 ans, imaginez. Eh bien, il nous faut répercuter ces hausses jusqu'au bout. C'est compliqué, je l'entends, pour tout le monde. On est en économie de guerre, il faut le dire, je crois, on ne le dit pas assez, et ça dure. Personne ne sait combien de temps la guerre va durer, combien de temps l'énergie va être chère, combien de temps le blé russe va être bloqué dans les ports là-bas, au point qu'il ne peut pas venir, donc ce qui est rare et cher, et tout augmente. Et pour cette année, nous, agriculteurs, en 2022, nous avons eu des justes prix. Oui. L'inquiétude pour 2023 commence parce qu'on voit bien que les distributeurs, entre eux, se font une guerre féroce à nouveau. Donc d'un mot, vous avez pu, vous, préserver vos marges en dépit de la hausse de vos coûts très importante. On a pu répercuter une grosse partie de nos hausses de charges. Alors après, en bout de chaîne, il y a la question du prix pour le consommateur. Et je vous propose qu'on écoute, en effet, Michel-Édouard Leclerc, qui était à votre place hier à la même heure. Je l'aime quand même, mais bon, elle en fait trop dans le même registre, parce qu'en fait, personne ne conteste, aucun distributeur ne conteste le fait qu'après 10 années de déflation, il faille donner plus de rémunération aux agriculteurs. Maintenant, il faut qu'elle assume aussi que cette loi qui a donné plus de rémunération aux agriculteurs, les consommateurs le payent. Et vous savez, il n'y a aucun industriel, il n'y a aucune coopérative agricole qui se paye des pages de publicité pour dire nous avons demandé à Leclerc d'augmenter de 25%. Michel-Édouard Leclerc, il s'adresse directement à vous. En somme, ce qu'il dit, c'est que bon, vous demandez des hausses de prix, hausses de rémunération, mais qu'à la fin, les Français payent plus cher leur alimentation. Oui, et je ne conteste pas ce qu'il dit. Pendant 10 ans, il a vendu moins cher, de moins cher, de moins cher. Et depuis 10 ans, on a perdu 100 000 exploitations agricoles. On a perdu 100 000 fermes. Donc on est en France, un pays où la distribution très concentrée a écrasé les prix et a habitué les Français à manger pas cher. Donc c'est un choc aujourd'hui de dire qu'il faut payer un petit peu plus cher son alimentation. Mais c'est nécessaire si on veut garder des agriculteurs et surtout attirer des jeunes vers nos métiers. On a 40% des agriculteurs qui vont quitter pour prendre la retraite dans les 10 ans qui viennent. Si on revient à des prix écrasés, comme ça a été le cas pendant 10 ans, on ne gardera pas l'agriculture française. Donc vous dites, Christiane Lambert, ce matin, aux consommateurs, aux Français, eh bien, vous payez le juste prix de ce que vous mangez, même s'ils ont l'impression, et en effet, ça se ressent dans leur portefeuille, que c'est cher pour eux et que l'inflation les impacte. Mais oui, mais je comprends. Mais nous sommes en économie de guerre, tout le monde doit faire un effort. Il faut aussi hiérarchiser ses dépenses. J'ai une fille qui commence dans la vie active, elle a un salaire de débutante. Et on en parle, et je vois bien que cette hausse des prix, je la constate. Mais si on veut garder de la production en France et ne pas importer nos fruits, nos légumes, nos viandes, tout de l'étranger, forcément moins cher parce que les salaires sont moins élevés, les contraintes sont moins élevées, moi, je ne veux pas que l'agriculture vive le même syndrome que le textile. Nous avons perdu toutes les industries textiles en France. On est tous habillés, personne n'est tout nu, mais il n'y a plus d'industrie textile en France. Je ne veux pas qu'on perde l'agriculture de la même façon parce que l'agriculture, elle est sur tous les territoires français. Qu'est-ce que seraient nos départements sans l'élevage et les prairies et les vaches pour brouter ou les moutons, etc. Mais vous, face à cela, Christiane Lambert, face notamment au bas salaire et à l'inflation, vous n'êtes pas pour un panier anti-inflation. Pourquoi ?
Nous avons contesté ce panier anti-inflation parce qu'il va casser les prix à nouveau et surtout il va s'adresser à tout le monde, à vous, à moi, à vous. Nous avons, nous, plus les moyens que les précaires d'acheter notre alimentation au juste prix. Voilà pourquoi nous prônons depuis le début un chèque alimentaire en direction des plus précaires. Ceux qui sont ayant droit sociaux, qui ont droit au chèque vacances et au chèque énergie, il faut le cibler vers cela. Si on fait la même mesure pour tout le monde, celui qui gagne 8 000 € dans l'immeuble d'en face, il va aussi aller acheter le panier à pas cher. Et si jamais c'est le panier inflation qui est mis en œuvre, vous allez quand même en discuter. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Des produits frais, des produits bio? On en a discuté et il n'adviendra pas. D'accord. Le maire ça, c'est ce que vous nous dites ce matin. Vous avez cette assurance de Bercy. Il n'y aura pas de panier anti-inflation. Il n'y aura pas de panier anti-inflation, mais par contre, il a été demandé aux distributeurs de faire marge zéro sur un certain nombre de produits. J'entendais ce matin que Michel-Édouard Leclerc, très habile, fait marge zéro sur le carburant. Façon intéressante de faire venir les clients davantage chez lui. C'était hier. Voilà. Alors, pardon, ça a été repris. Qu'il fasse marge zéro sur un certain nombre d'autres produits, c'est-à-dire qu'il applique la loi SRP plus 10 parce qu'il n'a pas le droit de vendre à perte. Il l'a fait longtemps. Mais sur le panier anti-inflation, en fait, il y avait un peu un flou. Il y avait un dispositif annoncé à la mi-mars, justement pour soutenir le pouvoir d'achat dans l'alimentaire pour les Français. Mais l'idée du panier anti-inflation n'avait pas été clairement rejetée. Vous, dans les discussions que vous avez eues avec le gouvernement, c'est que cette option n'est plus sur la table. Nous avons rencontré Bruno Le Maire pendant 1 heure au Salon de l'Agriculture avant-hier. Madame Grégoire était là, le ministre de l'Agriculture était aussi à ses côtés. Et ce qui a été dit, il n'y aura pas de panier inflation. Par contre, il demande aux distributeurs de faire l'effort de marger moins parce que quand même, un certain nombre de distributeurs, vous avez vu la publication des résultats de Carrefour, Côté, voilà, il a gagné des parts de marché, il a augmenté ses marges, c'est eux qui doivent faire sur le chèque alimentation, vous avez été entendu ou pas? Qu'est-ce que vous dit Bercy? Qu'est-ce que vous dit Bruno Le Maire que vous avez donc rencontré? La difficulté, c'est que ce chèque alimentaire, il avait été prévu à l'époque où nous étions à 2% d'inflation. Aujourd'hui, tout est chamboulé, vous le voyez bien dans tous les domaines. Nous sommes à 14% d'inflation alimentaire. Je rappelle quand même que la dépense alimentaire, c'est la 4e dépense des Français. Ce n'est que 13%. Alors c'est 17-18 pour les plus précaires parce qu'ils y consacrent une part plus importante de leurs revenus. Premier poste de dépenses, les loyers. Ils ont augmenté 31% en 5 ans. On n'en parle pas, mais c'est beaucoup plus que l'alimentation. Deuxième poste, la mobilité, le transport. Le carburant a eu jusqu'à doubler. Troisième poste, la téléphonie. Donc il y a aussi. Est-ce que ça plaît pour le chèque alimentation ou pas? Il y a une hiérarchisation des dépenses aussi. Moi, tout comme il a été question de sobriété sur l'énergie, et vous avez vu, les Français ont joué le jeu. Tout comme à l'instant, je viens d'entendre le Conseil sobriété pour l'eau. Je l'entends aussi. Eh bien, il faut inciter les Français à mieux consommer. Mieux consommer, ça veut dire aussi choisir des produits bruts. Qu'est-ce qui augmente aujourd'hui? Les produits traiteurs. Avec des produits bruts, quand on cuisine un tant soit peu, même pas beaucoup, c'est quand même moins cher. Et surtout des produits frais, parce que pour la santé, c'est quand même mieux. J'ajoute que sur notre stand au Salon de l'Agriculture, nous accueillons les banques alimentaires. C'est inimaginable le nombre de visiteurs qui s'arrêtent et qui demandent des conseils pour cuisiner, comment faire, etc. Ils jouent un rôle extraordinairement important. D'un très court instant, puisque vous parlez justement du Salon de l'Agriculture, vous savez un peu si les chiffres sont bons cette année? Oui, il y a une très forte fréquentation. Samedi, dimanche, le week-end, ça a été très chargé. Mercredi aussi. Et nous nous attendons pour ce week-end à nouveau à des allées bien pleines, des familles très nombreuses, curieuses, donc des enfants. Plus que l'année dernière, Christiane Lambert, il y avait eu 500 000 visiteurs. Non, il y en aura plus cette année. Bon, je pense qu'il y en aura plus cette année. Beaucoup de monde, et on va voir ce qui s'y dit, notamment sur la sécheresse, sur l'usage des produits phytosanitaires. Il y a un plan éco-phyto aussi qui se profile de la part du gouvernement. On va voir quel est votre avis là-dessus juste après. Le fil info, 8h41, Mathilde Romagnan. Une grève reconductible a commencé hier dans les centrales nucléaires avec des baisses de charges mais pas de coupures. Les syndicats s'opposent à la réforme des retraites mais surtout à l'article 1 sur la fin des régimes spéciaux dont celui des agents d'EDF. Article étudié dès ce matin par les sénateurs. Une femme tuée en Gironde malgré 2 plaintes déposées contre son ex-conjoint. Elle a été retrouvée morte hier, poignardée à Saint-Laurent-d'Ars. C'est une information France Info. Elle avait déjà porté plainte contre cet homme déjà connu de la justice, mais le parquet n'en a pas été informé. Un nouvel élément dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Une deuxième personne a été mise en examen hier pour assassinat. Première fois que la justice évoque officiellement cette piste. Le couple n'a plus donné signe de vie depuis fin novembre. En football, en ouverture hier de la 26e journée de Ligue 1, hier, Nice et Auxerre se sont quittés sur un match nul, 1-1. À suivre aujourd'hui le derby du Nord. Lens reçoit Lille à 17h. Et puis PSG Nantes, c'est à 21h. France Info. Le 8-30 France Info. Benjamin Sportouche, Jules Dequisse.
Alors hier, Christiane Lambert, vous avez accueilli au salon le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a annoncé que la majorité allait porter un texte de loi pour éviter aux agriculteurs des faux procès quand leur activité dérange le voisinage. Par exemple, des plaintes contre le chant du coq. Il ne faut pas qu'on emmerde les agriculteurs, a-t-il dit. Est-ce que c'est vous qui lui avez soufflé cette idée de texte de loi ? Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des procès absolument incroyables. Hier, un avocat était là, il partait en Eure-et-Loire, une plainte de voisins pour meuglement nocturne de vaches. Est-ce qu'on va devoir apprendre aux vaches à se taire la nuit, à ne pas meugler ? Enfin, je crois et ce qu'il a surtout dit, c'est il y en a tant que ça, des Non. procès. Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas une loi un peu gadget, quoi, Non, quand on c'est voit ça pas une loi gadget du tout. On a vu aussi des voisins dans l'Oise demander à leurs voisins agriculteurs de ne pas mettre de vaches dans la pâture d'à côté, mais de la laisser sans vaches. Enfin, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la campagne et qui voient un jardin d'Éden, un endroit merveilleux. Pas que des Parisiens, des citadins, des nouveaux arrivants. La campagne, c'est le lieu du travail des agriculteurs, du bruit. On moissonne le jour, la nuit, parfois, quand le temps le permet. Le chant du coq, on ne va pas apprendre au coq. Il n'a pas le décalage horaire, le coq. Il ne peut pas décaler son heure de chant. Donc, la question, c'est la tolérance. La question, c'est la tolérance. Moi, quand je viens à Paris 4 jours par semaine, je ne me plains pas qu'il y a trop de bruit de voiture ou du gaz carbonique qui m'intoxique. Je fais avec, et puis après, je repars dans ma campagne préférée. Il n'y a pas que les voisins qui vous embêtent. Il y a aussi le ciel, la sécheresse hivernale, un manque de pluie évident cet hiver. Plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de grosses précipitations. Est-ce que vous êtes inquiète pour certains types de cultures déjà ? Oui, on est inquiet pour la totalité des cultures s'il ne pleut pas. Alors, c'est très différent d'une région à l'autre. J'avais hier des agriculteurs de Bretagne, de Aix-Poitou-Charentes, etc., qui ont, eux, eu suffisamment d'eau. Par contre, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un vrai manque d'eau. Sur les 10 dernières années, nous avons 14% de pluie en moins. Donc, comparaison décade. On voit aussi que les réserves sont insuffisamment remplies pour 40% d'entre elles. 40% d'entre elles, c'est beaucoup. Alors, mars égale giboulée. Quand on est un Tout va se jouer en mars. Mars, c'est le point de bascule. S'il y a de la pluie régulièrement en mars, il y a eu aussi beaucoup de neige dans certains endroits. Donc, la fonte des neiges va alimenter les fleuves. Donc, ça va aussi permettre d'améliorer les choses. Mais les agriculteurs ont déjà réagi. Vous voyez, nous avons 6% d'implantation de cultures d'hiver en plus. Les cultures d'hiver, c'est celles qu'on récolte plus tôt. Elles sont moins exposées à la sécheresse de l'été. Nous sommes inquiets beaucoup pour les prairies, parce que l'année dernière, nous avons déjà eu sécheresse et canicule. Il n'y a pas de réserve d'avance de fourrage dans les élevages. Voilà, il n'y a plus de stock et on risque d'avoir du mal à remplir les stocks. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas assez de fourrage en France ? Eh bien, les animaux souffrent. On cherche des alternatives au fourrage. Et puis, certains ont déjà vendu un certain nombre d'animaux, vendu 2, 3, 4, 5% de leurs vaches, pour passer le cap avec le fourrage dont ils disposent. Et pourquoi alors les méga-bassines ? Vous savez qu'elles font polémique. Ces méga-bassines, je le rappelle, sont des retenues d'eau qui contiennent l'équivalent de dizaines de piscines olympiques. Alors là, on se dit quand même que l'eau, il y en a moins, c'est encore plus précieux. Et c'est comme une privatisation de cette ressource qui devient rare. Vous avez tout faux sur tous les mots. Ce ne sont pas des méga-bassines, ce sont des réserves d'eau hivernales qui sont alimentées comment ? En puisant dans des nappes phréatiques sur autorisation de la préfète de région. Quand les nappes sont suffisamment remplies et qu'elles sont saturées, qu'il risque d'y avoir de l'eau sur les sols, les agriculteurs sont autorisés à pomper pour remplir leurs réserves. Et ainsi, ils évitent des inondations de surface qui sont mauvaises, y compris pour la végétation, et ils ont de l'eau pour l'été. Et ce n'est pas de l'accaparement, ils ne mettent pas ça dans leur poche ou dans leur piscine, ils mettent ça pour les cultures, pour votre alimentation. Donc l'eau agricole, c'est de l'eau pour l'alimentation. Et en quelque sorte, elle est restituée. Quand vous mangez, vous restituez aussi, quoi. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, comparé à des piscines olympiques, ça fait chic, c'est marrant, mais ça n'a vraiment, c'est pas la bonne comparaison. Alors, tout de même, Christiane Lambert, ça pose quand même une question, puisque l'idée, c'est de capter l'eau l'hiver pour en avoir l'été, la capter l'hiver parce qu'elle est plus abondante. Là, on voit, en l'occurrence, cette année, que l'eau manque cet hiver. Et d'ailleurs, Marc Fesneau, dans le journal Libération ce matin, dit les années où on ne pourra pas remplir les méga-bassines, eh bien, on ne les remplira pas. Est-ce que ça ne pose pas la question d'une forme d'anachronisme aujourd'hui de ces processus ? Non, parce que les années où on peut les remplir, on les remplira et on maintiendra l'agriculture dans ces territoires. Moi, ça ne me gêne pas de parler et de sobriété et de stockage. D'ailleurs, c'est ce que nous avons dit au président de la République, il l'a dit lui-même. Le président a dit dimanche, Madame la Première ministre aussi, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau. Il faut mieux gérer l'eau. Et donc stocker quand elle est abondante. Les réserves de Sainte-Soline et de Mosée sur le Mignon sont pleines.
Elles sont remplies aujourd'hui. Dans cette région-là, il a plu. Ils ont rempli. Et donc, les éleveurs de bovins, de chèvres, les cultivateurs vont pouvoir faire leur activité. Donc, il faut faire ces réserves-là. Vous savez que la France a moins de réserves d'eau que les Pays-Bas ou le Danemark. Ça ne vous interroge pas? Parce qu'on irrigue aussi beaucoup moins. Et oui, nous n'avons que 6% de terres irriguées, là où d'autres pays irriguent beaucoup plus. Donc en France, nous avons une polémique, mais qui nous plombe, mais comme sur d'autres sujets. La France est le pays des polémiques, vous le savez bien. Regardez ce qui s'est passé sur le nucléaire, regardez ce qui se passe sur tous les sujets. N'hésitez pas à rentrer dedans parfois. Le français est ronchon. Le français est ronchon, l'écologiste français est radical, et donc on arrive à des aberrations. En France, on ne stocke que 1,7% de l'eau de pluie. En France, on n'utilise que 2% des eaux usées. L'Espagne, 25%, l'Italie, 32%, Israël, 85%. Et le gouvernement a annoncé un plan, s'inspirer des pays plus au sud. Christiane Lambert, juste avant de parler des pesticides, qui est un autre sujet de polémique, la sécheresse, est-ce qu'elle aura un impact sur les prix des fruits et légumes? Oui. Bien sûr. Ils vont beaucoup augmenter? Bien sûr, mais s'il n'y a pas d'eau, si on ne stocke pas d'eau, on produira moins et ça sera plus cher. En Bretagne, l'année dernière, les haricots verts et les flageolets qui ont été semés n'ont pas pu être irrigués, il n'y a pas d'irrigation. Et donc, il y a 50% des haricots verts qui n'ont pas levé. Donc, on va manquer de 50% de haricots verts. Et là, vous avez déjà une augmentation, un pourcentage d'augmentation prévisible pour les fruits et légumes? Eh bien, déjà, certains se tournent vers les haricots verts du Kenya, qui ne sont pas faits dans les mêmes conditions, qui n'auront pas un bilan carbone génial. Mais ce qui montre bien, et merci de le dire ainsi, si on n'a pas d'eau, si on produit moins, les produits seront plus chers. Donc il faut faire un choix il faut aussi. s'y préparer. Mais produire suffisamment, c'est éviter aussi d'avoir ces manques qui font que l'alimentation sera plus chère. Vous savez, vous connaissez le dicton, produire moins, c'est produire de la faim. Et produire moins pour nous, c'est produire de l'inflation. Est-ce que vous répétez ce matin que c'est la même chose pour les pesticides, qu'il y en a besoin pour soutenir un niveau de production? Il y a le plan Écophyto du gouvernement qui se profile, qui doit notamment garantir des alternatives avant chaque interdiction jugée parfois abrupte. Emmanuel Macron l'a dit lui-même dans votre sillage. Parfois, il n'y a pas d'alternative possible? Alors, quand il n'y a pas d'alternative possible, ce que nous avons dit à la ministre et le plan que nous avons demandé, c'est une programmation pluriannuelle des alternatives au phyto. Et ça n'a pas été fait. Les néonicotinoïdes qui font en parler, insecticides tueurs d'abeilles, c'est arrêt ce que brutal. disent les scientifiques. Non, ce n'est pas ce que disent les scientifiques. Alors, arrêt brutal des néonicotinoïdes, c'est la Cour de justice européenne. Ça fait des années que ça dure quand même, que c'est sur la table et un débat au niveau européen. 2 secondes. Les autres pays ont des dérogations. La France n'en a aucune. Il y a 10 pays sur les 27 en Europe qui ont une dérogation. La France, on a eu. Et là, ça a Barbara Pompili, sous le gouvernement Hollande, a interdit totalement les néonicotinoïdes. C'est dans la loi. Donc nous ne pouvons rien faire. Il y a eu des dérogations jugées illégales désormais. Alors, attendez, si vous voulez faire les questions et les réponses, mais moi je peux peut-être vous expliquer ce qui s'est passé. Je précise. Interdiction totale en France, ça n'existe dans aucun autre pays. L'Allemagne, ministre vert, pays présenté comme vert, est le pays qui a le plus de dérogations. L'Allemagne va produire des betteraves traitées aux néonicotinoïdes, nous allons importer son sucre. Est-ce que vous trouvez ça vous dites, normal? Il faut qu'on continue en France à avoir des dérogations quand il n'y a pas de solution. C'est la raison pour laquelle nous voulons une programmation des alternatives intelligentes. S'il n'y a pas de solution, on garde le produit un an, 2 ans. On garde le produit 1 an, 2 ans, quitte à réduire le dosage possible, utilisable par l'agriculteur. On réduit les impacts, mais on ne supprime pas brutalement. Vous savez, à force de supprimer les moyens de production à l'agriculture française, on est en train de vivre une catastrophe. On importe de plus en plus, on produit moins et on exporte moins. L'agriculture se tire une balle dans le pied. Les chiffres sont dramatiques. On importe 60% de nos fruits. On importe 45% de nos légumes, 29% de notre viande. Est-ce qu'on veut devenir une agriculture sans agriculteurs et sans production? Non. Donc je pense qu'il faut de la raison. Il y a eu trop d'idéologie en France. On a vu ce que ça donnait sur le nucléaire. Pardon, regardez, moi j'écoute les auditions de M. Hulot, de Mme Borne, etc. à l'Assemblée. Et oui, mais on prend des décisions sous l'émotion ou sous le harcèlement d'un certain nombre d'écologistes les plus radicalisés, ceux qui ont qu'un slogan, décroissance, décroissance, décroissance. Et aujourd'hui, défense de la biodiversité aussi, vous non, mais la biodiversité, monsieur, elle n'est pas liée qu'à ça. Pardon. Aujourd'hui, nous travaillons sur la biodiversité et les abeilles, la raison pour laquelle elles meurent, c'est aussi d'autres raisons. Des problèmes sanitaires aussi, c'est un peu plus compliqué que de l'attribuer qu'à un seul phénomène. On est déjà très en retard, on a 2 minutes de retard déjà par rapport à l'horaire habituel. Vous avez fait les questions et les réponses, il fallait me laisser répondre plus vite. Vous avez bien entendu Christiane Lambert. Merci à vous, présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole français. D'ailleurs, je précise que vous allez bientôt passer la main. Dans un mois, c'est la fin de vos 2e mandats et vous ne vous représentez pas.